Ça c'est sûr, c'est dans les BPF. En plus, on s'est pris une pilule en inspection sur le sujet, il y a 5 ans. Mince, je trouve pas. Mais c'est sûr que ça y est. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 15 de C'est marqué dans les BPF. Alors nous sommes toujours le 1er août, enfin je suis pas sûr que je devrais dire ça parce que ça fait un peu genre, mais bon. Nous sommes toujours pas en vacances et aujourd'hui je suis accompagné par mes deux compères. Mélanie, comment ça va ? Ça va toujours. Ça va toujours. Et Arnaud, comment ça va ? Bah écoute, ça va très bien. Au poste. Prêt à en découdre avec ce chapitre 3 ? Ouais, mais en vrai de vrai, j'attends le chapitre 4 avec impatience. Mais comme t'imagines pas. Je pense que c'est encore dans 2 épisodes, alors attention. Ouais, non, bien sûr. Mais oh là là. Et l'air de rien, en nombre de pages, je pense qu'on va bientôt passer la moitié. Ah, dans quelques pages, à mon avis, on n'est pas trop loin de la moitié, quoi. Ok. Allez, je vous propose de commencer tout de suite avec les zones de contrôle de la qualité. 3.26. Les laboratoires de contrôle doivent normalement être séparés des zones de production. Ceci est particulièrement important pour les laboratoires de contrôle des produits biologiques, microbiologiques et des radioisotopes qui devraient également être séparés les uns des autres. Ça, c'est plutôt bien fait, hein. Enfin, les sécu en général, de toute façon, franchement, si les gens des sécu nous écoutent, qu'ils s'auto-congratulent, en général, c'est bien. T'imagines le site de fou qui fait des trucs biologiques, microbiologiques et radioisotopes. Je sais pas si ça existe. Ah, c'est cumulé. Ouais, biologique et microbiologique, si, mais après radioisotope. Si, après, quand tu fais des anticorps radiomarqués. Ah ouais. Bon courage à vous. Si quelqu'un nous écoute et fait des anticorps radiomarqués qui qui se dénoncent, et on lui fera un épisode dans Good Manufacturing Podcast. Carrément. Et tu crois pas que ça se fait quand même en plusieurs étapes ? Ils doivent recevoir un peu de tout. Ou en plusieurs lieux de fabrication. Et les sous-traitants de contrôle, peut-être qu'ils sont, tu vois. Ouais, mais là, c'est un sécu géant, là. Enfin, tu vois, ils peuvent se le permettre, c'est pas trop dur, là. 3.27. Les laboratoires de contrôle doivent être conçus en vue de leurs usages. Ils doivent être suffisamment spacieux pour permettre d'éviter les confusions et les contaminations croisées. Une zone de stockage convenable doit être prévue pour les échantillons et les dossiers. Ouais, c'est un peu mou du ventre, ce point-là. Hein. Il y a qu'à Faucon, il faut que ce soit spacieux. Ouais, bon, ok. Soit. Mais t'as l'impression que le sécu, il les embête pas trop. Ouais, de toute façon, ils savent faire, on s'en occupe pas trop. 3.28. Des locaux distincts peuvent s'avérer nécessaires pour protéger des appareils sensibles des vibrations, des interférences électriques ou de l'humidité, par exemple. Ouais. Vous avez quelque chose à dire ? Non. Ouais, faut pas. Si t'as le truc de micronisation, il faut pas le foutre à côté du sécu parce que ça va faire pourrir toutes tes balances. Ouais. 3.29. Des exigences spéciales s'imposent dans les laboratoires où l'on manipule des substances particulières, telles que les échantillons de produits biologiques ou radioactifs. Ouais, bah ok. Déjà, pareil, des exigences spéciales. Pas ouf, hein, ce passage sur la zone de contrôle, franchement. Là, tu te dis, il y a plus de points pour la zone de stockage que pour la zone de contrôle de la qualité. En fait, sur le principe, si tu respectes le point 3.26, voilà quoi. T'as tout dit, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Il est séparé du reste. Après, dedans, tu fais tout ce que tu veux, puisqu'au final, ça n'a aucune incidence sur ton produit fini. Donc, toutes tes si tu as tes bonnes techniques de contrôle, tes produits vont pas contaminer. Aucune incidence. Si tu chies ton contrôle... si tu chies ton contrôle, tu libéreras pas ton produit. C'est plutôt si t'as un faux positif. Si tu chies ton contrôle et que t'as un faux positif. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Tu t'en rends compte que t'as merdé ton contrôle. Bah ouais. Oui, un faux positif. Voilà, c'est le pire qui puisse arriver, quoi. C'est pas forcément la zone de stockage, les locaux qui vont vraiment influencer là-dessus. Voilà, je pense que du coup, les contrôles, effectivement, t'as raison, hein, les contrôles seront, la zone, en général, feront plus merder tes contrôles dans le mauvais sens que dans le bon sens, quoi. Je sais pas. Je suis pas assez bon en méthode analytique pour m'exprimer là-dessus. Ouais.
Paragraphe suivant, zone annexe. 3.30. Les zones de repos et de restauration doivent être séparées des autres zones. Ok, normal. Ça m'est déjà arrivé de voir sur des sites des mecs aller à la cantine avec leurs chaussures de prod, mais ça, on le dira pas. Je crois que tu as déjà raconté dans un épisode. Ah ouais, bon, mince, je radate. Mais c'est des trucs qui m'ont tellement marqué. Et alors, le 3.31, je te jure, pépite. 3.31. Les vestiaires et les sanitaires doivent être facilement accessibles et adaptés au nombre d'utilisateurs. Les toilettes ne doivent pas communiquer directement avec les zones de production ou de stockage. Ouais, ça, j'ai déjà vu aussi. Bim, je sais pas pourquoi tu trouves des chiottes un peu partout. Premier. Franchement, je finis mes études. 6 ans de pharmacie, t'apprends des trucs, les BPF, machin. Premier site sur lequel je travaille, t'avais les toilettes en zone de prod. Genre, les mecs, ils étaient en blouse, en train de produire. Ils pouvaient aller aux toilettes et revenir. on était en 2009, enfin, je veux dire. 3.32. Les ateliers d'entretien doivent être autant que possible isolés des zones de production. Lorsque des pièces détachées et des outils sont conservés dans une zone de production, ils doivent être rangés dans des locaux ou armoires réservés à cet effet. Ouais, c'est ça, c'est un peu dégueu avec la graisse et tout, et puis après des bons vieux 5S sur ligne, quoi. Ouais, tu vois, je savais pas que les armoires de maintenance étaient notées dans les BPF. Ah ouais, ça j'avais déjà vu pour le coup. Un peu plus haut, on dit aussi, enfin je sais pas si tu te rappelles aussi, on dit que effectivement les interventions de maintenance doivent avoir le moins d'incidence possible sur la... On le dit après. Ah, je suis sûr que l'on l'a dit avant. Bah on l'a dans le paragraphe d'après. Ah bah voilà. 3.33. Les animaleries doivent être bien séparées des autres zones avec un accès distinct pour les animaux et une installation individuelle de traitement d'air. Donc Paul Adrien, tu rentres par un accès distinct. Hein. Ouais. Alors, paragraphe suivant, matériel. 3.34. Le matériel de fabrication doit être conçu, installé et entretenu en fonction de sa destination. Ok. De sa destination. Bah, de son utilisation, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est bizarre d'utiliser le terme de sa destination, mais bon. C'est faites gaffe à vos trucs et à quoi ils servent. Et prévoyez-le en avance. 3.35. Les opérations de réparation et d'entretien ne doivent présenter aucun risque pour les produits. Ouais, du coup, celle d'avant qu'on avait lu, ça c'était dans l'épisode 13, où c'était les locaux, les interventions sur les locaux. Et là, du coup, effectivement, c'est sur les opérations de réparation. Et ça, d'ailleurs, on a vite fait de faire une réparation hot plug, ding ding. Ouais, ou quand tu fais ta maintenance, tu remontes pas correctement et puis finalement. Ouais, du coup, c'est tout. Bah, c'est vrai que ça, c'est les fiches d'intervention. Les fiches d'intervention, moi, je trouve ça pas hyper bien foutu en général. Non, c'est vraiment mal foutu. Enfin, j'ai rarement vu ça bien fait en tout cas. Mais c'est pas évident non plus. Enfin, nous, on met pas trop le nez dedans. Moi, je vois pas trop tout ce que ça implique en termes de besoin, enfin, tu vois, de tout ça. Donc, je trouve ça mal foutu, mais de là à dire comment ça pourrait être mieux, j'en ai aucune idée. Et surtout les sites, quand même. En plus, le fournisseur, il doit te fournir peu d'informations parce que indirectement, il espère te vendre un contrat de maintenance annuelle ou bisannuelle ou tous les 2 ans. Oh, t'as la maintenance interne aussi. Hein. Oui, mais je veux dire, le fournisseur, enfin, le premier personne à te fournir de la documentation pour gérer ça, ce serait le fournisseur de ta machine. Et s'il te donne des choses trop détaillées, ben, tu te débrouilles sans lui. Non, mais moi, ce que je voulais dire, c'est tout simplement, voilà, le gars, tu sais, sur ton truc de conditionnement, t'as je sais pas moi, t'as ta descente comprimée qui merde au moment de la prod, bah le gars il arrive, il la répare et puis du coup il lance et puis au final t'as tes comprimés pétés, et le gars il remplit une feuille comme quoi oui voilà j'ai bien fait ci, fait ça sur ma ligne, je suis reparti à 15h40, ça fonctionnait, contresigné par un mec de l'AQ qui dit oui effectivement ça a l'air de bien fonctionner, on a fait 3 IPC d'affilée sur les trucs, ça fonctionne, nickel quoi. Et puis 3/4 d'heure après, ça marche plus. Et du coup, tu dois refaire une feuille. Voilà.
Non, c'était plutôt ça, plutôt que effectivement les documents d'intervention donnés par le fournisseur sur les machines. Ouais. 3.36. Le matériel de fabrication doit être conçu de façon à permettre un nettoyage facile et minutieux. Il doit être nettoyé selon les procédures écrites, détaillées et rangé dans un endroit propre et sec. Je me rappelle d'un site qui avait un système pour faire des liquides vachement ingénieux avec des cuves, des portées et puis un quai de chargement en fait, et ça envoyait par pression. Donc t'avais genre trois zones où t'avais je sais plus comment ça s'appelait cet endroit où ils mettaient les produits dedans, et ça envoyait dans les cuves. Et du coup t'avais 8 cuves de mélange et 3 quais, et en fait comme ça tu te dis ouais c'est cool et tout, et puis tu vas voir dans le faux plafond la forêt de vannes. C'était un truc de malade, et tu fais mais comment vous arrivez à valider le nettoyage de ça quoi? Ouais, après même si c'est bien foutu, ça fonctionne à mon avis. Ouais, c'était un peu vieux. Enfin, un peu vieux. Non, mais voilà, c'était un peu vieux dans le sens où ça faisait plusieurs années, et c'était l'époque où on n'y avait pas les mêmes exigences, et du coup, tu te retrouves avec ça et tu fais ouais, bon, bah maintenant, faut qu'on... C'est la déviation classique la plus critique en termes de détectabilité, où tu démontes au hasard un tuyau et tu trouves du produit dedans. Voilà, exactement. Je suis sûr que ça leur est arrivé. J'en sais rien, mais c'est sûr, quoi. Enfin, quand tu voyais franchement, c'était impressionnant le nombre de vannes, et tu sais, pilotées à distance et tout. Enfin, c'était un truc de fou, quoi. Ça c'est marrant, on verra si ça y est, mais tu vois, l'étiquetage dans un endroit propre et sec, tu sais, c'est toute une espèce de valse aussi entre le petit matériel, le gros matériel. Tu mets une étiquette dessus, une étiquette propre, tu valides le CHT, le DHT, enfin le clean all time, le dirty all time sur tous tes petits trucs. Du coup, il faut avoir des étiquettes uniformes, 1 mois de stockage propre, 3 mois de stockage propre, dans des armoires, emballées, pas emballées. Enfin, tu vois, c'est les tuyaux, est-ce qu'on les bouche, est-ce qu'on les ensache, est-ce qu'on les ensache pas, comment on les stocke, en haut, en bas. Enfin, tu vois, c'est... Ça, c'est je suis pas sûr que ce soit bien décrit dans ce niveau de détail. Hein. Bah là, non, mais c'est là où on en est arrivé. Enfin, ouais, bien sûr. On fait quelques audits, c'est des questions où tu te balades un peu dans le machin, tu regardes 2-3 étiquettes, ouais, celle-là elle est comme ça, tu regardes une autre, bah, elle est différente. Faites voir un petit peu la validation de nettoyage du petit matériel. 3.37. Le matériel de lavage et de nettoyage doit être choisi et utilisé de façon à ne pas être une source de contamination. Ouais, normal. En gros, tu dois valider le fait qu'une fois que tu as fini ton nettoyage, tu retrouves plus de, produits de nettoyage. Ouais, c'est ça. Mais c'est le matériel, là. C'est pas le produit. Tu vas jamais faire vérifier. Ah oui. Bah, en gros, il faut que ton balai, il soit... Tu vas jamais vérifier, faire de recherche sur ton balai ou ta brosse ou ton... Ouais, le nettoyage de ton matériel de nettoyage. C'est ça, hein. Ouais, c'est vrai, ça tient. Mais tiens, c'est pas toi une fois qui avait partagé sur LinkedIn un mec qui parlait d'une table avec des trous partout et tout. Ouais. C'est voilà, tu vois, c'est typiquement ça. C'est la conception même en fait de ton matériel. Après, j'imagine que, quoi que tu me diras, le matériel qu'on voit, il est assez basique. Hein. Enfin, ça dépend. Ouais, puis t'as aussi usage unique. Enfin, t'as tout ce qui a usage unique, et puis t'as tout ce qui a usage déduit, c'est-à-dire ça, c'est la brosse de tel type de produit, ça, c'est la brosse de tel type de produit, ça, c'est les filtres des antibiotiques. Enfin, tu vois. 3.38. Le matériel doit être installé de façon à éviter tout risque d'erreur ou de contamination. Ok. Alors, tout ce qu'on a dit avant, hein, c'est qu'une organisation en amont, ça te permet aussi de faciliter le quotidien et d'éviter les erreurs. Ouais, trier les pièces de format, d'ailleurs, ça c'est un vrai truc. Hein. Au conditionnement, les pièces de format rangées bien correctement, étiquetées. Enfin, ça, c'est un truc qu'ils font bien dans le Lean. En tout cas, c'est quand ils s'attaquent à une armoire, c'est pas mal, quoi. Mais il y a toujours plein d'armoires où c'est vraiment le bordel. Puis moi, je trouve aussi, d'un site à l'autre, quand on parle de matériel pour éviter le risque d'erreur et de contamination, moi, je pense aussi au tableau de pontage, des fois. Des fois, c'est vraiment mal foutu, quoi. Et des fois, c'est très bien fait. Et tu peux vraiment générer des erreurs bêtes quand c'est mal conçu, quoi. Ouais, quand t'as pas d'anti-erreur, tu sais, où tu peux pas envoyer le produit tant que ton truc il est pas validé, que t'as mis ton pontage correct. Ou quand ton anti-erreur n'est pas chanté. Chanté. Hein, parce que bon, voilà. 3.39. Le matériel de production ne doit présenter aucun risque pour les produits. Les surfaces en contact avec les produits ne doivent pas réagir avec ceux-ci,
ni les absorber, ni libérer d'impuretés, dans la mesure où la qualité pourrait en être affectée. Des fois, ça, c'est super chaud. Hein. Franchement, dans certains types de production, ça peut être vraiment chaud de le démontrer, quoi. Ouais, l'inox 316L. Ouais, voilà, tu mets l'inox partout, de la bonne... Ouais, mais tu sais, quand tu utilises certaines machines comme des centrifugeuses ou des trucs comme ça peut être... et puis t'as le mec qui vient t'as ton prestataire qui vient te la laver, et puis en fait tu vois qu'il reste toujours des traces, et puis en fait tu te rends compte que c'est pas du produit, et puis en fait tu te rends compte que ça se trouve ça libère des impuretés, et puis en fait tu sais pas. Enfin voilà, des fois ça peut être compliqué. Même avec de l'inox 316L, franchement. L'enfer du rouging. Ouais, mais complètement. Combien il y a de trucs de la 3P dédiés au rouging à chaque fois. Bah, c'est vrai, mais... Non, mais c'est vrai, c'est un vrai sujet, quoi. Le rouging, c'est l'oxydation de l'inox 316L. Là. Ça devient rouge, ou pourpre, ou violet. Et il faut faire une passivation. Enfin bref. 3.40. Les balances et le matériel de mesure doivent être de portée et de précision appropriées aux opérations de production et de contrôle. Ok. Ça c'est pas souvent... c'est extrêmement évident, mais c'est pas souvent bien suivi, je trouve. En fait, c'est suivi à partir du moment où il y a un mec qui s'y intéressait, un auditeur qui s'y intéresse un jour. Après, tu fais un audit de toutes tes balances. Tu vas regarder si elles sont checkées tous les matins avec le poids min, poids max, et si elles encadrent le poids min, poids max, et puis... Et puis, bon, c'est le point d'après, mais faites un tour de votre zone et allez regarder si les points bulles, ils sont bien centrés. Combien de sites, mais vraiment, hein, sur combien de sites, juste comme ça, en train de faire une observation de terrain sur un sujet A, B, C ou D, je suis allé et je regarde les points bulles, genre, tu sais, sur les lignes de Condy ou en compression, des trucs comme ça. Mais combien de sites il y en a où le point bulle, il est pas centré, quoi. C'est incroyable. Franchement, c'est un truc de fou. Allez voir demain, quand vous aurez écouté ce podcast, demain matin, faites un petit tour et allez voir si vos points bulles, ils sont centrés. 3.41. Le matériel de mesure, de pesée, d'enregistrement et de contrôle doit être étalonné et vérifié à intervalles définis et par des méthodes appropriées. Les comptes rendus de ces contrôles doivent être conservés. Ça, c'est le VMP calibration, là, où tu fais toutes tes balances, tu as tes rapports, tu as tes cahiers de suivi. Puis après, tu as tes étalonnages périodiques, calibration annuelle. Puis après, tu archives tes logbooks, et puis... 3.42. Les canalisations fixes doivent être clairement étiquetées pour indiquer leur contenu et, le cas échéant, le sens du courant. Ça, c'est toujours bien foutu. Ouais. C'est le truc que tout le monde a retenu dans les VPF. Ouais, c'est ça. La canalisation, tu la changes pas de sens trop facilement. Donc, à mon avis, une fois que tu l'as fait au démarrage, t'es plutôt tranquille. 3.43. Les canalisations d'eau distillée ou désionisée, et lorsque cela s'avère nécessaire, les autres conduites d'eau doivent être désinfectées conformément à des procédures écrites. Celles-ci doivent préciser les seuils d'action en matière de contamination microbienne ainsi que les mesures à prendre. Ouais, les températures de circulation d'eau avec tout ça, et puis les biofilms. Ah là là. Moi, j'ai fait ma thèse sur les biofilms. C'est vrai ? Ouais. Ah, trop bien. Ouais. Une fois que tu as des biofilms dans ta boucle d'eau, mon gars. Ah bah ouais. Bonne chance. C'est que quand tu commences à t'en débarrasser correctement, tu as des pics de contamination derrière parce que tu es en train d'attaquer ton biofilm, et donc ça relaxe des bactéries. Donc faut pas te désespérer et te dire bien si je commence à augmenter ma contamination, c'est que c'est en train de marcher. C'est un peu bon signe. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est un peu bon signe, ouais. Mais pas trop, hein. C'est moyen signe. Faut croiser les doigts pour que ça redescende derrière. 3.44. Le matériel défectueux doit, si possible, être retiré des zones de production et de contrôle, ou au moins clairement étiqueté en tant que tel. Et pas utilisé, du coup. Ouais. C'est vrai que c'est marrant, tu vois. Enfin, bon, ils auraient pu le préciser, tu vois, mais non, ils ne le précisent pas. Ils disent qu'il doit être retiré. C'est genre... Ouais, mais ou au moins clairement étiqueté. Il y a des trucs dans cette étuve. Bah ouais, pourquoi ?
Parce qu'il y a une étiquette rouge avec marqué des futurs. Tu sais que je l'ai déjà vu, ça. Hein. C'est pour ça que je dis ça. Je l'ai déjà vu, ça. Hein. Les études PT, elles sont systématiquement utilisées pour autre chose. Donc on est arrivé à la fin du chapitre 3. Fin du chapitre 3, donc j'ai été mauvaise langue, Arnaud, on l'a fait en épisode. À mon avis, cet épisode-là, il dure une bonne vingtaine de minutes. Mais bon... voilà, ça y est, c'est fait. Ouais. Vous avez maintenant lu 3 chapitres des bonnes pratiques de fabrication. Écoutez, oui, bon, écoutez, lu, ouais. Voilà, ça compte. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose et que vous êtes aussi distrait avec la réglementation en ce chaud mois d'août. Et je vous dis à bientôt pour le début du chapitre préféré de Monsieur Arnaud, le chapitre 4, la documentation. Allez, à plus. À bientôt tout le monde. Prochaine.